l'agence So Wine présente So Wine Talks. La première série de podcasts analysant les tendances marketing et communication dans l'univers du vin et des spiritueux. Le champagne est un produit qui a, historiquement, un positionnement particulier. Alors que, selon les chiffres fournis par l'interprofession, les ventes de champagne ont atteint leur plus bas niveau depuis 2004 en nombre de bouteilles, mais avec un chiffre d'affaires record et stable à 4,9 milliards d'euros, quelles sont les problématiques auxquelles le champagne doit faire face ? Décryptons cela avec Sylvain Dadé. Bonjour Sylvain, d'où vient le mythe du champagne ? D'un point de vue strictement marketing, le Champagne, c'est d'abord l'une des premières régions viticoles dans le monde à avoir compris l'importance de parler du produit sous l'angle de la marque. Une marque, ça se traduit par des éléments matériels, c'est un nom, un logo, un produit, mais c'est aussi des éléments immatériels. Et c'est le tout qui crée la préférence de marque chez le consommateur. Donc une marque, c'est comme un repère en fait pour le consommateur. C'est aussi une garantie de qualité. Alors quand je parle d'éléments immatériels, je parle d'histoire, je parle de mythe fondateur, de passion du produit. Et ça, la Champagne l'a compris depuis bien longtemps. Le mythe en Champagne vient aussi de ce que la Champagne a compris très tôt, la nécessité de défendre sa marque, de mettre en valeur tout ce qui fait la spécificité du produit. Et la défense du nom Champagne, ça c'est quelque chose que l'interprofession a compris également de longue date, l'importance de la défendre et est vraiment devenue championne en la matière. C'est quelque chose qui est très surveillé, la marque Champagne, et l'interprofession veille au grain avec assiduité. Mais c'est aussi la capacité à faire respecter un cahier des charges qui est strict, évidemment en matière de qualité, et à expliquer et à répéter en quoi la méthode d'élaboration est spécifique. C'est ainsi qu'on arrive à cet adage. Il n'est de champagne que de la Champagne. Et que ça, c'est quelque chose qui s'explique aussi en termes de méthode d'élaboration, vendange qu'à la main. On vise toujours la toute première qualité. Enfin, la Champagne a aussi la chance d'être largement tirée par des locomotives, de très belles marques, de très grandes maisons, avec des marques très fortes. Ces belles marques, à titre individuel chacune, ont développé des réflexions marketing et valorisent le mythe de cette maison, les personnages clés, et parvient ainsi à toujours mieux valoriser les vins et les marques. Alors, ce qui rend le cas Champagne vraiment très intéressant, c'est donc cette capacité à créer une promesse immatérielle et émotionnelle très forte, et qui justement fait qu'on a à un moment donné en partie oublié la promesse directement technique pure de l'élaboration des vins de Champagne. Est-ce que ça veut dire alors que quand on achète un champagne, on achète le mythe plus que le produit ? On achète des images qui sont pour beaucoup tournées vers l'univers de la célébration et de la fête. C'est-à-dire qu'on ne parle plus réellement de prix là, mais plus de valeur. Ce qui justifie que le consommateur soit susceptible de mettre un prix plus élevé dans les vins de Champagne. C'est à la fois le mythe individuel de chacune de ces marques, mais c'est aussi une promesse très émotionnelle. En grande partie, quand on achète un champagne, on achète un moment exceptionnel, un moment un petit peu particulier, singulier. Mais ce moment n'existerait pas si le produit n'était pas à la hauteur du point de vue de la qualité. Le champagne, c'est uniquement un produit associé au moment de fête alors ? La promesse a beaucoup été tournée vers l'univers de la fête, de la célébration, ça c'est vrai. Le champagne a su préempter ces moments, ce qui est vraiment une force. La question qui se pose, c'est de dire, est-ce que le fait que le champagne soit réservé, mentalement, et dans l'imaginaire, à des moments exceptionnels ou célébratifs, est-ce que ce n'est pas finalement des occasions perdues de proposer du champagne à la dégustation tout au long de l'année ? Et est-ce que c'est seulement le champagne qui est associé à la fête dans le monde du vin ? Alors c'est une bonne question. Si on parle uniquement des vins effervescents, d'autres acteurs, le Prosecco, le Cava en particulier, peuvent être aussi associés à la fête. Mais plus largement, ils ont réussi à investir tout cet environnement rattaché au vin effervescent, au sparkling, sur des moments plus quotidiens. En disant, ce moment un petit peu précieux peut être aussi un moment du quotidien. Ou inversement, je peux transformer mes moments du quotidien en moments précieux grâce au Prosecco ou au Cava.
Et du coup, ça pose la question de dire, est-ce qu'il ne serait pas intéressant que les champagnes, à un moment donné, puissent occuper également ce terrain de jeu des moments plus ordinaires, voilà. De transformer ces moments plus ordinaires en moments festifs grâce au champagne. Ou est-ce qu'en fait, c'est quelque chose qu'il faut laisser aux autres acteurs qui se positionnent sur ces moments-là avec des positionnements prix quand même plus entrée de gamme. Alors d'un côté, on peut se dire qu'on a une chance vraiment unique, complètement incroyable, de préempter un moment et d'avoir en fait cette association très forte avec l'univers de la célébration, de la fête, moment exceptionnel, égal champagne. Mais de l'autre, on pourrait aussi considérer que la fête ne devrait pas être synonyme de grandes occasions rares ou peu nombreuses. Voilà. D'autant qu'à l'échelle de l'appellation et de la Champagne, en fait, on a toute une diversité d'acteurs, des grandes maisons, mais aussi des vignerons, et que tous n'ont pas du coup les mêmes moyens marketing et communication. Donc, est-ce que ça veut dire que le champagne doit avoir deux stratégies, une pour les marques connues et une pour les champagnes élaborés par des vignerons? Non, je crois pas. Je crois que ce qu'il faut en réalité bien distinguer, c'est les attentes consommateurs. Et ces attentes consommateurs, elles découlent effectivement des positionnements respectifs des marques de champagne. Et on peut établir du coup un peu caricaturellement un distinguo entre les champagnes avec un positionnement festif attaché à cet univers et des champagnes un peu plus dans l'univers du vin qui ont une promesse autour de l'univers de la dégustation. Alors d'un côté, on a des consommateurs néophytes qui vont sans doute préférer le champagne, la promesse de marque attachée au moment festif, où du coup les notions de savoir-faire, élaboration des vins, cépage, enfin tout le discours plus vin, n'est pas forcément le sujet. C'est des consommateurs qui vont finalement acheter la promesse immatérielle de la marque. Et de l'autre côté, on a des attentes consommateurs, alors certains un petit peu plus experts, pour qui le champagne en fait est véritablement un vin, hein, bien sûr, et qui du coup vont être très attachés aux notions d'élaboration, à ces précisions sur les cépages, les dosages, les crus, les terroirs, et les millésimes. La valeur du champagne, elle passe par la notion de mythe, mais aussi par les spécificités de son élaboration. Et c'est là que la promesse sur le vin est à la fois sur la capacité des marques à proposer un goût constant, hein, puisqu'on assemble des cépages et des vins d'une année sur l'autre pour créer ce fameux champagne non millésimé. Et c'est grâce à ces champagnes non millésimés que le consommateur retrouvera toujours le même goût dans son produit. Et puis, il s'agit aussi de proposer des vins différents d'une année sur l'autre pour certaines des maisons qui le peuvent, et ainsi donc élaborés à partir des raisins d'une seule vendange. Ce sont des champagnes à ce moment-là millésimés. Dans tous les cas, qu'on parle de brut sans année ou de champagne millésimé, évidemment l'enjeu est celui de la qualité, constante. À ce moment-là, on peut parler de stratégie de valeur? On peut parler de stratégie de valeur, en effet, puisqu'on est dans une appellation qui fait un peu plus de 300 millions de bouteilles et qu'on ne peut pas en faire beaucoup plus, hein, puisque l'aire d'appellation est limité. Et bien, du coup, cette force de savoir maîtriser son aire d'appellation, sa quantité de bouteilles produites, participe effectivement à des stratégies de valorisation, puisque l'objectif n'est pas d'en produire plus, mais de les vendre mieux. Dès lors qu'on est effectivement dans ce contexte où on est contingenté en termes de volume, il n'y a pas tellement d'autres voies que la stratégie de valeur. On ne peut pas vendre plus, donc il faut vendre mieux. Après, vendre mieux, ça s'applique différemment à l'échelle d'un vigneron ou d'une grande maison. Et comment on fait pour la mettre en place, cette stratégie de valeur? Quand on veut travailler sur la stratégie de valeur, quand on veut animer sa marque ou créer des occasions de communiquer, on a besoin d'alibi. Et en Champagne, sauf si effectivement on a des millésimés et des nouveaux millésimés à présenter, on est toujours en fait sur la même présentation, la même bouteille en brut sans année. Une des premières solutions qui est quand même beaucoup utilisée en Champagne en termes d'alibi pour créer de la nouveauté, c'est celle d'événementialiser la bouteille. Alors ça se fait directement sur la bouteille ou via un étui, via un packaging. L'idée c'est que ça revient à mettre en rayon pour le consommateur un produit du coup qui lui paraît nouveau, qui au titre de la présentation événementialisée peut aussi servir de cadeau.
C'est un sujet sur lequel notamment les grandes maisons sont très en pointe. Et l'exercice consistant vraiment à toujours mieux valoriser le champagne, les vins et valoriser la bouteille est une des stratégies de valeur largement employées. Et à ce titre-là, en termes d'exemple, je pense qu'on pourrait citer le blanc de Ruinart, qui est vraiment un best practice en la matière. Un autre moyen en termes de stratégie de valeur, c'est de créer de nouveaux rituels de consommation. C'est de proposer aux consommateurs une autre manière d'aborder le champagne, une autre façon de déguster le champagne. En cocktail, par exemple. Et c'est là où on note effectivement qu'un certain nombre d'acteurs en Champagne qui ont choisi cette voie s'adaptent au mode et aux tendances pour répondre à une demande de plus en plus en vogue autour de la cocktailisation et de la mixologie. Et bien sûr, toujours en proposant de la qualité à travers cette nouvelle façon d'apprécier le champagne. Certaines maisons ou certains vignerons, eux, choisissent de distinguer dans leur gamme les champagnes du quotidien et les cuvées de prestige, quitte à rendre ces cuvées de prestige très autonomes dans leur rapport à la marque, à la collection. Et c'est ça qui leur permet aussi de les valoriser mieux. En termes d'exemple, j'ai en tête la cuvée rare de Piper Heidsieck, qui a pris aujourd'hui son autonomie et qui est même devenue en fait une marque à part entière, qui s'affranchit même de la mention Piper Heidsieck sur son habillage. Et pour prendre un exemple d'un vigneron, Fabrice Pouillon, et sa cuvée Solera ou sa cuvée Chemin du Bois, sont des exemples de cuvées qui visent à valoriser des méthodes d'élaboration très, très, très spécifiques et à premiumiser la proposition de valeur des champagnes. Autre idée, lancer ou relancer des cuvées pépites ou des séries limitées. Alors certaines maisons choisissent de lancer des séries limitées, des cuvées parcellaires, par exemple, qui n'existeront qu'en très petite quantité, 1000 ou 2000 exemplaires. Et bien là, ce que le consommateur achète, c'est vraiment cette promesse d'une expérience unique. D'autres vont choisir de proposer en fait à un cercle restreint de consommateurs certaines cuvées et de toucher ces consommateurs par le biais de clubs. C'est le cas de Maison Moum, par exemple. La marque a élaboré une collection de vins qui s'appelle Air Réservé, qui sont des vins historiquement qui étaient mis de côté et réservés par le chef de cave pour les amis de la maison. Et cette collection Air Réservé, qui a un habillage spécifique et qui bénéficie donc de la mention Maison Moum, fait bande à part et propose en fait une approche en fait en termes d'autonomie qui permet de présenter cette collection de façon distinguée par rapport au reste de la gamme. Coffret en édition limitée, autonomisation des têtes de cuvée, les grandes maisons de champagne déploient de nouvelles stratégies pour poser la consommation du champagne de façon plus régulière, sans perdre le mythe d'exception qui a fondé la renommée du produit. So Wine Talks reviendra dans quelques semaines pour décrypter à nouveau les tendances de consommation du vin et des spiritueux. En attendant, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager sur Twitter et Facebook et à nous donner des étoiles sur iTunes. À très vite.